Il a fallu, depuis le début, penser quelle structure donner à ce laboratoire, quelle organisation donner à ce laboratoire. Et ce que l'on a proposé à l'époque provient effectivement de l'héritage dont on bénéficiait, qui était l'héritage du LPSP. Le LPSP, c'était un laboratoire tout à fait remarquable, avec un potentiel de développement technique très très fort, où beaucoup d'ailleurs de scientifiques étaient impliqués dans ces développements-là. Au LPSP, au service d'aéronomie, il était clair qu'il fallait des équipes qui soient formées et qui soient efficaces lors de la préparation d'une expérience. Quand cette expérience était terminée, les chercheurs étaient au travail, mais les techniciens n'y étaient pas. Donc ils passaient sur une autre expérience. Le problème, c'est quand il y avait deux expériences en parallèle, toujours avec le même nombre de techniciens. Ce qu'on a toujours pensé, c'est qu'il faut qu'il y ait une autonomie de développement des programmes scientifiques en eux-mêmes, et des projets, et des services. En d'autres termes, c'est aux scientifiques, avec à un moment donné un certain appui bien sûr des services techniques, de faire une proposition pour être sélectionné, pour faire tout ou partie d'un instrument. Et une fois qu'on est sélectionné, pour ce projet-là, les services vont être mis à contribution au prorata de ce qu'il est nécessaire pour ce projet-là, pour des durées qui vont dépendre de cela. Mais ce n'est pas d'affectation des personnels à une expérience particulière à vie. On a voulu avoir ce qu'on appelle une structure matricielle, où en parallèle, tous les services existent, les projets existent, et en fonction de la contingence, de ce que le projet va nécessiter à un moment donné, on va aller puiser dans les services. Mais les services ont une capacité multitâche, si je dirais, ou multimission, qui demeure. Ça, c'était la volonté depuis le début d'assurer celle-ci. Depuis 10 ans, les moyens techniques, les personnels techniques de labo sont en diminution, parce qu'on n'arrive pas à recruter suffisamment d'ingénieurs et techniciens pour maintenir le cadre technique. Donc ce problème-là, il est de plus en plus aigu. Et effectivement, il y a de plus en plus besoin d'avoir des personnels temporaires qui vont au secours des projets. Ce n'est pas la panacée. La continuité, ça sert aussi. Donc je crains qu'à force de diminuer les ressources en personnel permanent, on diminue le taux de succès qui, jusqu'à présent à l'IAS, a été quasiment de 100%. Toutes les expériences que l'IAS a préparées ont marché. Comment ça marchait bien jusqu'en 2010-2015 à peu près? Vous aviez des ingénieurs et techniciens, hommes et femmes, d'ailleurs de ce point de vue-là, l'IAS est plutôt bien positionné, qui arrivaient à l'IAS sur contrat temporaire payé par le CNES pour 2-3 ans sur un projet. Et ils acquéraient au contact des personnels permanents qui avaient fait d'autres projets avant cette expérience du projet spatial. Sur ces personnels temporaires, on avait la possibilité de recruter entre 30 et 40% qui ensuite passaient dans le cadre permanent et conservaient leur expérience du projet passé, continuaient sur de nouveaux projets et pouvaient apporter leur expérience aux nouveaux personnels temporaires qui arrivaient sur les nouveaux projets. Depuis au moins 5 à 6 ans, cette possibilité de recruter des personnels temporaires sur des postes permanents est de plus en plus faible. Donc cette transmission de la compétence, elle est de plus en plus difficile. Il faut voir que ce problème, il n'est pas uniquement propre au laboratoire. Je vais être un peu provocateur, mais il est encore plus grave dans l'industrie. Souvent, on nous dit, il y a des secteurs entiers de la recherche spatiale, l'observation de la Terre, où il n'y a pas de labo spatial. Tout est sous-traité à l'industrie. Mais dans l'industrie, c'est encore plus compliqué de maintenir les compétences, parce que les priorités du conseil d'administration, des actionnaires, la reprise par telle ou telle boîte internationale, font qu'il n'y a aucune stabilité. Typiquement, quelqu'un qui a acquis l'expérience, il peut être licencié 3 ans plus tard parce qu'il y a un petit coup de mou dans les commandes. Et donc, une très grande partie des problèmes techniques qu'on a, c'est les parties des projets qu'on sous-traite à des entreprises privées. Parce qu'eux n'ont pas cette capacité systématiquement à maintenir l'expérience et la compétence technique sur des projets aussi pointés. Donc c'est un problème réel. Trouver le bon équilibre entre cette part de variables dont on a besoin, je ne le conteste pas un seul instant, il faut des personnels temporaires, mais il faut à minima 60-70% de personnel permanent pour être sûr qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs 5 ans plus tard que ce qu'on a fait dans le passé, parce qu'on fait des erreurs. Les projets sont compliqués, les scientifiques demandent la pointe des performances, donc oui, il y a des problèmes. On en a actuellement sur Magis. Mais on peut s'appuyer sur la manière dont on a résolu
les problèmes dans le passé pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Si vous n'avez plus les personnes, si vous n'avez plus cette expérience, vous perdez cette capacité. On rentre dans une organisation de type projet, donc il y a des spécialités, alors j'en sais rien, moi, cryogénie, mécanique, thermique, électronique, alors chaque spécialité est découpée en, j'en sais rien, les gens qui fabriquent l'informatique de bord, le DPU, hein, Data Processing Unit en français. Bon, voilà. Et il y a des responsables. Alors tout ça est dispatché dans les labos qui participent. Et puis, bien entendu, l'idée c'est de faire travailler tout ça. Donc dans chaque laboratoire, il y a un responsable à la fois scientifique et technique. Et il y a des responsables par spécialité. Voilà. Et donc tout ça travaille de concert et bien entendu avec des meetings, des réunions, des visites chez les uns chez les autres. Et puis n'oublions pas aussi l'aspect suivi industriel qui existe quasiment partout, parce que l'électronique, même si on sait la faire, on ne la fait pas, hein, parce que c'est un industriel qui sait faire de l'électronique spatiale. Alors on peut peut-être faire des petits bouts, mais aujourd'hui non. Hein. La cryogénie, on est allé très loin avec l'air liquide pour qu'il puisse savoir faire ça, et mieux que nous, je dirais, parce que nous on n'avait pas les forces. Hein. Mais on était là, hein, je peux vous dire, ça a été vraiment des équipes intégrées, ça c'est formidable. Et ainsi de suite, donc on a bâti, étape par étape, avec un plan de développement. Là, on rentre un peu dans ce qu'est un projet, hein. Il y a tout un tas de plans, il y a un plan qualité, un plan de développement, et on essaie de les suivre, voilà. Et puis, je ne vous raconte pas, à chaque fois que ça ne va pas, ce qu'il faut faire, le dire à l'ESA par une fiche, enfin des choses comme ça. Mais c'est comme ça qu'on gère un projet et qu'on va jusqu'au bout. Alors c'est vrai que l'équipe de direction, elle est matérialisée par son directeur, c'est celui qui signe partout, c'est celui qui a la main sur tous les sites pour valider tout ce qu'on fait dans la vie du laboratoire. Mais les grosses décisions, en fait, elles sont prises avec une équipe de direction, et même nous, à l'IAS, avec ce qu'on appelle une équipe de direction élargie, c'est-à-dire l'équipe de direction, directeur adjoint, administratrice, et l'ensemble des responsables d'équipes scientifiques. Et quand il y a des décisions techniques fortes à prendre, l'ensemble des équipes techniques aussi, des responsables d'équipes techniques. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui permet d'obtenir un consensus. Plus que les décisions à prendre, c'est vraiment la méthode de travail qui est à mettre en jeu. Nous avons des relations de proximité aussi bien avec les chercheurs qu'avec les équipes techniques. En fait, on travaille avec eux en permanence. Soit pour le suivi des crédits, puisque c'est nous qui allons gérer tous les crédits qui vont servir à approvisionner le matériel, à gérer les ressources humaines. Donc on a une interaction très forte à tous les niveaux, en amont, pendant et après également. Il va y avoir une très forte interaction également avec les équipes techniques. On va assurer la totalité du processus d'achat, c'est-à-dire qu'on va vérifier s'il y a les crédits. Ensuite, on va passer les commandes, on va les envoyer, on va faire le suivi des délais auprès des fournisseurs. Ensuite, on va réceptionner le matériel. On va vérifier avec les équipes techniques qu'il est bien conforme à ce qui a été commandé. Et ensuite, on va suivre la facturation. Donc, on va être sur la totalité de la chaîne en fait, de la dépense. Par rapport à ce contexte, où vous avez donc des temps longs, des choix tous les 3-4 ans, des opportunités sur d'autres missions qui se matérialisent ou non, comment est-ce qu'un chercheur se positionne dans ce contexte ? Clairement, il faut préparer les projets qui ont été approuvés, préparer aussi les futurs projets qu'on va proposer pour la suite, exploiter les projets précédents. Alors pour les équipes techniques, c'est un peu différent, dans la mesure où leur participation majeure, c'est dans la phase de réalisation de l'expérience. Après, il y a aussi une participation dans la phase d'exploitation, parce qu'il faut qu'il y ait des ingénieurs plutôt orientés informatique qui vont préparer les commandes, préparer la réception des données et leur mise à disposition des équipes scientifiques. C'est très difficile que tout ça s'articule parfaitement, que les coups de bourre ne soient jamais superposés. Donc il y a beaucoup de situations où il y a des problèmes de plan de charge majeurs, des conflits. Dans un laboratoire, on n'est pas un industriel, on se parle. Alors ce qui est intéressant, et ce qui m'a beaucoup intéressé moi sur Planck, mais avant aussi, c'était justement d'être avec les gens, que ce soit ceux de ce labo ou d'à côté, parce qu'on s'en fout, on va les voir, c'est de travailler avec eux, c'est de voir quels sont leurs problèmes,
de les anticiper avec eux, sachant que quand on anticipe un problème, on gagne 6 mois, ou du moins on ne les perd pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident avec les gens qui finalement travaillent au jour le jour, qui aiment bien voir un peu une partie de leur travail achevé, et qu'on ne vienne pas leur dire « Attends, on s'arrête ou on réfléchit encore ». Bon. Donc, il y a un vrai travail d'équipe et de confiance. Et je ne vous cache pas que les manips qui marchent comme ça et qui sont bâtis dans des laboratoires, ou une partie et tout, c'est aussi parce que l'état d'esprit est bon. Et cet état d'esprit, d'équipe, il y a toujours des difficultés. C'est aussi parce qu'il faut s'en donner la peine. Il faut qu'il y ait des gens qui animent tout ça. Des gens qui apportent des compétences, qui fassent un suivi. Enfin voilà. Donc l'aspect humain n'est pas négligeable dans un laboratoire. Vous savez que ce n'est pas la hiérarchie qui est le point fort des laboratoires du CNRS. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et donc, on voit bien que tout ça fonctionne. On est quand même dans un cadre très contraint. On a des dates de livraison, on a des modèles, donc ça remonte avec des dates d'essai. Et on voit bien que pour arriver à faire admettre ça et que ça tienne la route à des équipes de laboratoire, il faut leur parler. Et il faut les motiver. Et les gens prennent à leur compte ce genre de boulot. Si on prend les gens qui ont travaillé spécifiquement sur Planck, je ne prends pas les gens qui fabriquent les lanceurs, par exemple. Il faut compter plus de 2000 personnes. Il y a d'une part les chercheurs, les instituts de recherche et d'enseignement supérieur. D'autre part, il y a les agences spatiales qui sont un élément essentiel avec qui ces institutions ont leurs relations et leurs sources de financement, et il y a l'industrie. À l'ESA, il y a un système qui s'appelle le retour industriel. C'est-à-dire que les gens qui payent un programme à l'ESA, ils veulent avoir un certain pourcentage de ce qu'ils donnent dans leur propre industrie, dépensé dans leur propre industrie. Alors ça, c'est un cauchemar pour la plupart des gens qui définissent les budgets des missions, mais et ça a plutôt marché. Et sans cette loi-là, je pense que l'ESA n'aurait pas existé. Là, il y a effectivement un intérêt pour l'industrie à faire ce genre de choses. Je l'ai moi-même demandé aux industriels plusieurs fois, mais pourquoi vous vous intéressez à la science ? Ça vous rapporte presque rien, les budgets sont petits, etc. Oui, mais nous, on arrive à faire ça parce que nos ingénieurs jeunes adorent ça. Parce que c'est une victoire sur eux-mêmes d'arriver à faire quelque chose qui se voit, que tout le monde connaît et qui réussit. Alors ça, donc le programme scientifique de l'ESA, les expériences scientifiques de l'ESA sont des écoles. On ne peut pas faire du spatial sans industrie. Et donc ce sont des gens qui ont des cultures très différentes. Il faut que tout ça soit mis en œuvre. Et il faut que aussi il y ait un consensus au niveau scientifique et au niveau industriel et au niveau politique. Toutes les missions planétaires, Mars, Vénus, et puis Jupiter, encore pire, voilà, ce sont des missions qui sont lointaines. Pour causer à ces sondes ou ces satellites qui sont très loin de la Terre, eh bien, il faut des antennes gigantesques. Et même avec ces antennes gigantesques, la quantité de signal reçu est faible. Donc ça, c'est la problématique. De plus, ces antennes, elles coûtent extrêmement cher à installer. C'est-à-dire que ce sont des antennes qui font de 30 à 60 mètres de diamètre, si je ne me trompe pas, ou peu ou prou, hein, c'est un peu l'ordre de grandeur, mais ce sont des choses, du coup, qui doivent être positionnées au millipoil près pour viser une sonde qui est perdue quelque part dans la nuit, et ensuite, non seulement il faut la viser au millipoil près, mais la Terre se déplace, la sonde se déplace, etc. Ce millipoil près, il faut le conserver en bougeant très légèrement pour conserver le point fixe qui permet de viser la petite antenne qui est à bord de la sonde et qui émet très faiblement. Si vous êtes dépointé d'un tout petit millimètre, vous n'entendez plus rien.
L'Agence spatiale européenne, typiquement, on a deux. On a une en Espagne dans l'hémisphère nord, une en Australie dans l'hémisphère sud, et il y a pas mal de missions en cours. Il y a pas mal de sondes en orbite autour de Mars, il y en a un petit peu partout dans le système solaire, et il faut parler à toutes celles-ci. Du coup, le temps d'antenne disponible pour chacune de ces sondes est relativement limité. Et à chaque fois qu'on conçoit un nouveau projet spatial, bon, il va falloir aussi se dire de combien de temps d'antenne je vais pouvoir disposer pour dialoguer avec ma sonde et récupérer les informations qu'elle produit et lui envoyer les commandes qui vont lui permettre de continuer à opérer comme il se doit. Et on essaye de disposer pour chaque sonde d'au moins un créneau par jour. Et puis, optionnellement, pour des missions particulières, par exemple, c'était le cas pour la mission Planck, c'est-à-dire que pour la mission Planck, l'instrument à bord nécessitait d'être refroidi à 0,1 degré Kelvin. Or, tenir ces 0,1 degré Kelvin, c'était relativement délicat dans la chaîne cryogénique. S'il y avait des ajustements à faire dans la chaîne cryogénique parce qu'elle ne fonctionnait pas tout à fait optimalement, ça devait être fait rapidement, le plus rapidement possible, parce que chaque fois qu'on perdait 1 heure de dérégulation, il fallait en gros 1 journée pour récupérer cette heure de dérégulation. C'est-à-dire 1 journée de dérégulation, ça pouvait conduire à plusieurs jours, voire plusieurs semaines de temps pour retrouver le niveau de froid optimal qui permette au détecteur de fonctionner. Du coup, ce qui se passait, c'est que dès qu'on recevait les résultats qui descendaient de Planck par une passe d'antenne qui durait un certain temps, si l'analyse conduisait à détecter qu'il y avait un problème sur la chaîne cryogénique, il fallait réagir le plus vite possible pour annoncer aux agences spatiales qu'on avait besoin d'un créneau optionnel qui nous était réservé. Et là, ça voulait dire qu'un instrument a, lui, ne pas avoir sa communication de cette journée-là, mais il était considéré moins critique probablement par les agences. Et du coup, on avait une passe optionnelle dans laquelle on pouvait reparler à Planck pour lui indiquer d'essayer de corriger la dérive dans la chaîne de froid qui s'était produite et pour laquelle on espérait apporter une solution en corrigeant le comportement instrumental.